Merci Dominique, c'est toujours un plaisir de se retrouver dans ces rencontres initiées, conçues par Thierry de Montbrial, qui sont toujours extrêmement intéressantes. Bon, je vais aller droit au sujet. La réalité multipolaire de notre monde est maintenant évidente. Je sais bien, Yoshka me le disait tout à l'heure pendant le déjeuner, qu'en termes scientifiques, c'est une absurdité de dire ça, parce que le pôle, la Terre ne peut avoir que deux pôles, mais là nous parlons géopolitique. Donc il y a une réalité multipolaire et on a bien compris maintenant que ce n'était pas la fin de l'histoire, que ce n'était pas le nouveau siècle américain, que ce n'est pas encore la communauté internationale composée uniquement de démocraties, de marchés paisibles, que ce monde multipolaire est une compétition multipolaire sur fond de croissance démographique, sur fond de développement des migrations incontrôlées, sur fond de compte à rebours écologique. Et je ne parle pas que du climat, il y a plein d'autres sujets, et que cette compétition multipolaire peut tourner à la coopération, si elle est bien gérée et si les grands acteurs le souhaitent et le veulent, et elle peut également tourner aux tensions et à la confrontation. Regardons par exemple ce qui se met en place en Asie-Pacifique entre les stratégies chinoises et les stratégies américaines. Je ne développe pas ce point, mais la question à ce propos, c'est de savoir quelle est la stratégie vraie des grands acteurs, des grands pôles. Est-ce que les États-Unis vont accepter sans convulsion que leur leadership dans le monde ne soit que relatif? C'est quelque chose qui est insupportable pour le peuple américain, qui est presque impensable. Donc il est à prévoir de très grandes difficultés d'adaptation, de mécontentement du peuple américain par rapport aux leaders qui sont obligés de s'inspirer de cette réalité. Qu'est-ce que les Russes vont faire pour rester ou redevenir un acteur majeur? On met la Russie dans les BRICS, c'est une erreur parce que la Russie n'est pas un pays émergent, c'était la superpuissance d'avant, donc c'est autre chose, c'est une catégorie en soi. Donc qu'est-ce que peuvent faire les Russes pour rester un des acteurs, un des pôles de ce système? Jusqu'où veut aller la Chine? Tout le monde se pose la question. Jusqu'où veut aller la Chine? Que veut-elle faire de sa puissance? Est-ce qu'il y a accord ou désaccord au sein du système de pouvoir chinois sur la façon d'optimiser cette puissance, tout ça en s'intégrant dans un nouveau jeu mondial après en avoir peut-être modifié les règles? Jusqu'où? C'est une question que se posent tous les autres. Quel sera le choix historique et stratégique du Japon par rapport à cette réalité chinoise? Le Japon qui n'a pas tellement d'options par rapport à ça. Est-ce que l'Inde et le Brésil, qui sont également dans la série BRICS, ont vraiment des stratégies globales? Ou est-ce qu'en fait ce sont simplement des grosses puissances régionales qui parlent fort? Je noterai au passage que ce qui se passe dans le monde arabe et qui a un très grand intérêt, c'est prometteur, excitant, inquiétant tout en même temps, ne change pas cette donne. Parce que même à moyen terme, on ne voit pas le monde arabe avoir des positions géopolitiques unifiées de telle façon qu'il serait un des pôles de ce système en formation. À plus long terme, sans doute. Reste la question européenne qui est essentielle. Bon, au-delà des affrontements rituels entre ceux qui sont très fédéralistes, qui pensent que c'est la panacée, ceux qui sont un peu fédéralistes mais pas entièrement, ceux qui ne le sont pas du tout, au-delà de l'accord trouvé récemment enfin sur que doit être la gestion de la zone euro, que veulent les Européens? Que veulent les Européens? On peut poser la question. Est-ce qu'ils veulent simplement se protéger des changements du monde qui les perturbent? Dans l'affaire entre les mondialisateurs et les mondialisés, les peuples européens considèrent qu'ils n'avaient rien demandé et qu'ils ne sont pas gagnants, en fait, contrairement aux émergents qui n'ont rien à perdre et tout est gagné. Est-ce que les Européens acceptent l'idée qu'il faut s'adapter, bon gré mal gré, tant bien que mal? Ou est-ce qu'ils veulent, au-delà, peser sur le monde, être un des pôles de ce monde multipolaire dont je parle? Donc est-ce que l'Europe est simplement une grande Suisse? Il n'y a aucune critique sur le système suisse qui a bien des qualités, mais je veux dire, ce n'est pas le même projet. Est-ce que c'est une grande Suisse ou autre chose? Ce débat reste ouvert. Les Européens ne sont pas d'accord entre eux. En plus, il y a un fossé considérable entre les élites en Europe et les populations. Je pense que la question européenne est la principale interrogation quand on fait un tour d'horizon ultra rapide de la situation dans le monde, que ce n'est pas joué d'avance, la réponse, qu'on est obligé de constater que depuis des années, les élites européennes et européistes n'arrivent plus à se faire entendre des populations, ni des opinions publiques,
qu'elles sont constamment démenties par les votes ou par les référendums, car là, il y a un fossé qui amène à s'interroger sur la suite. Interrogation centrale. Moi, je pense qu'il y a une façon de dépasser les querelles idéologiques dont j'ai parlé et qu'on peut trouver une combinaison plus efficace du système européen qui serait au-delà du système intergouvernemental ou fédéraliste ou souverainiste, etc., qui serait une combinaison plus efficiente. Peut-être que l'accord de la semaine dernière est un premier pas dans cette direction plus efficace. Le G20, dont l'existence est une chose positive en soi, mais que trop de gens confondent avec une sorte de super gouvernement du monde, ce n'est pas le cas. Le G20, c'est une enceinte, c'est une salle, c'est comme cette salle ici, c'est le nom de la salle, G20. Donc ce qui va se passer dans le monde des prochaines années, ça va dépendre des alliances qui vont se nouer ou non dans ce G20. Est-ce que les Européens sont homogènes dans le G20? Pas toujours. Est-ce qu'ils sont d'accord avec les États-Unis? Pas toujours. Est-ce qu'ils cherchent plutôt l'accord avec la Russie ou est-ce qu'ils la négligent? C'est plutôt le cas en ce moment. Est-ce que les émergents sont d'accord entre eux? Ils sont d'accord sur la revendication. Il y a une sorte d'harmonie syndicale du côté des émergents pour revendiquer un meilleur statut. Est-ce qu'ils sont d'accord sur le fond? Non, puisqu'ils sont également en compétition entre eux. Est-ce qu'il va se nouer des alliances régulières, fortes ou stables ou instables, et changeantes d'un sujet à l'autre? C'est plutôt ce qui s'est passé pour le moment. Donc la suite de la grande affaire de la gouvernance sur laquelle Thierry de Montbrial nous amène à réfléchir depuis quelques années dépend largement du fait de savoir si des alliances se constituent, si elles redécoupent le monde en système hostile ou si ça permet de le dépasser. Et si notamment on évite le pire, ce serait d'un côté le bloc des pays occidentaux et qui avait la conduite du monde avant, le bloc des pays émergents et une sorte de nouvelle paralysie des nouveaux systèmes, même si on est inventif en matière d'institutions. Donc je pense qu'il faut tout faire pour que les nouvelles formes de gouvernement auxquelles nous réfléchissons ne soient pas victimes des systèmes bipolaires ou schématiques qui ont paralysé les modes de gouvernance qui avaient été imaginés avant, parce que sur le papier, le système de 1945 était bon. Le système de l'ONU était bon. Le système du Conseil de sécurité était bon. C'était un grand progrès par rapport à l'impuissance de la SDN. Mais il y a des événements de la géopolitique réelle qui les ont paralysés par la suite. Donc il faut qu'on ait ça à l'esprit quand nous participons à la réflexion sur le G20 de demain, le nouveau système européen, etc. Merci beaucoup, Hubert.